Pourquoi tant de gens se sentent perdus dans la société moderne? Pourquoi avons-nous l'impression d'être enfermés dans un rôle qui ne nous correspond pas? Cette sensation de vide intérieur, d'aliénation ou de déconnexion est-elle une fatalité? Ou existe-t-il une issue? Carl Jung, l'un des plus grands penseurs du XXe siècle, croyait que la société moderne nous pousse à vivre une vie qui n'est pas la nôtre. Selon lui, nous ne naissons pas seulement avec une identité biologique, mais aussi avec une dimension psychologique et spirituelle qui cherche à se réaliser. Pourtant, dès l'enfance, nous sommes façonnés par notre environnement, nos parents, notre culture, notre éducation. Nous apprenons rapidement qu'il y a des comportements acceptés et d'autres rejetés, des ambitions valorisées et d'autres ignorées. Au fil du temps, nous nous adaptons à ces normes, nous nous conformons aux attentes qui pèsent sur nous, jusqu'à parfois perdre contact avec ce que nous sommes vraiment. Ce processus de conditionnement social crée un fossé entre notre être authentique et l'image que nous devons projeter pour être acceptés. Jung appelle cette image le moi social, un masque que nous portons pour correspondre aux exigences de notre environnement. Mais que se passe-t-il lorsque ce masque devient une prison? Lorsque nous nous identifions à ce rôle au point d'oublier qui nous sommes réellement? Jung pensait que cette rupture avec notre vrai soi était la cause profonde de nombreuses souffrances psychologiques. Ce que nous appelons aujourd'hui burn-out, crise existentielle ou anxiété chronique, n'est peut-être que le symptôme d'une société qui nous empêche d'écouter notre propre voix intérieure. Mais pourquoi la société nous force-t-elle à nous éloigner de nous-mêmes? Quels mécanismes nous maintiennent prisonniers d'un faux moi? Et surtout, comment pouvons-nous nous en libérer pour atteindre notre plein potentiel? C'est ce que nous allons explorer ensemble, en plongeant dans la pensée de Jung sur l'individuation, l'ombre et le piège de la conformité sociale. Selon Jung, l'être humain naît avec un potentiel unique, une essence profonde qu'il doit développer tout au long de sa vie. Ce processus, qu'il considère comme fondamental, s'appelle l'individuation. L'individuation est le chemin qui nous permet de devenir qui nous sommes réellement. Il ne s'agit pas simplement d'un développement personnel superficiel, mais d'un véritable processus de transformation intérieure. C'est un voyage qui exige de nous une confrontation avec nos propres contradictions, nos désirs refoulés et les parties de nous-mêmes que nous avons appris à cacher. Mais pourquoi ce processus est-il si difficile? Dès l'enfance, la société nous enseigne des règles, des valeurs et des modèles de réussite qui ne sont pas toujours en accord avec notre nature profonde. À l'école, on valorise certains comportements, l'obéissance, la conformité, la performance académique. Dans la vie adulte, ces attentes évoluent, mais restent omniprésentes. Réussir professionnellement, fonder une famille, s'intégrer dans un moule social bien défini. Face à ces pressions, nous adoptons ce que Jung appelle des personas, des masques sociaux qui nous permettent de fonctionner dans la société. Nous développons un moi social, une version de nous-mêmes adaptée aux attentes extérieures. Mais plus nous nous identifions à ce rôle, plus nous risquons de nous éloigner de notre vrai soi. Pour Jung, cette aliénation est l'une des grandes tragédies de l'existence humaine. Beaucoup de gens passent leur vie entière sans jamais entreprendre ce travail d'individuation. Ils restent enfermés dans une identité façonnée par leur environnement, vivant selon des règles qu'ils n'ont jamais vraiment questionnées. Mais alors, comment pouvons-nous reconnaître ce faux moi et commencer à nous en libérer? C'est ce que nous allons voir dans la prochaine partie, le faux moi et les masques sociaux. Nous portons tous des masques. Ces masques nous permettent de naviguer dans le monde, de nous adapter aux situations sociales, de répondre aux attentes des autres. Mais que se passe-t-il lorsque ces masques deviennent une seconde peau, au point de nous faire oublier qui nous sommes vraiment? Jung appelait cette construction sociale la persona. La persona est l'image que nous projetons aux autres, celle que nous avons façonnée pour être acceptée et valorisée. Elle nous protège, nous aide à nous intégrer, mais elle peut aussi devenir une prison. Prenons un exemple concret. Imaginez un enfant passionné par l'art et la créativité, mais qui grandit dans un environnement où seule la réussite académique et financière est valorisée. Petit à petit, il apprend que pour être aimé et respecté, il doit réprimer ses penchants artistiques et se conformer aux attentes familiales. Il se construit alors une persona de fils modèle,
de travailleur sérieux, en mettant de côté sa véritable nature. Ce phénomène est universel. Dès notre plus jeune âge, nous comprenons que certains aspects de notre personnalité sont socialement acceptés, tandis que d'autres sont perçus comme inappropriés, immatures ou inutiles. Nous apprenons donc à nous censurer, à masquer nos vulnérabilités, à jouer un rôle qui nous permet d'être validés par la société. Mais ce que nous rejetons ne disparaît pas pour autant. Jung affirme que ces aspects refoulés de notre psyché ne sont pas effacés, mais relégués dans une autre partie de notre inconscient. L'ombre. L'ombre représente tout ce que nous avons appris à cacher, nos désirs inavoués, nos émotions réprimées, nos instincts naturels que nous avons dû abandonner pour être acceptés. Et plus nous ignorons notre ombre, plus elle prend de la place dans notre inconscient, influençant nos comportements de manière inconsciente et souvent destructrice. Nous avons tous ressenti cette dissonance intérieure, ce conflit entre ce que nous montrons au monde et ce que nous ressentons réellement. Une partie de nous veut se libérer des attentes sociales, exprimer nos véritables désirs, mais une autre partie craint le rejet, la désapprobation, l'exclusion. Ce conflit intérieur est au cœur de l'aliénation moderne. Plus nous nous identifions à notre persona, plus nous risquons de perdre contact avec notre vrai soi. Nous nous enfermons dans des rôles que nous n'avons pas choisis, nous suivons des chemins qui ne sont pas les nôtres, et nous finissons par ressentir un vide que rien ne semble pouvoir combler. Mais alors, comment pouvons-nous reconnaître notre ombre et l'intégrer pour retrouver notre authenticité? C'est ce que nous allons explorer dans la prochaine partie. Le rôle de l'ombre et du refoulement collectif. Nous avons vu que la persona est le masque social que nous portons pour nous adapter aux attentes extérieures. Mais alors, que devient tout ce que nous avons refoulé? Où vont ces parties de nous-mêmes que nous avons jugées inacceptables? Jung a identifié un concept fondamental pour comprendre ce phénomène. L'ombre. L'ombre représente tout ce que nous avons rejeté de notre personnalité, non pas parce que ces aspects sont mauvais en soi, mais parce qu'ils ont été jugés inappropriés par notre environnement. Ce sont nos instincts réprimés, nos émotions refoulées, nos désirs inavoués, tout ce que nous avons appris à dissimuler pour être acceptés. Prenons un exemple, un enfant qui exprime de la colère, mais qui est constamment puni ou réprimandé. Pour cela, va apprendre à associer cette émotion à quelque chose de négatif. Il va alors refouler sa colère, l'enfermer dans son ombre. Mais cette colère ne disparaît pas. Elle continue d'exister, enfouie dans l'inconscient, influençant ses réactions de manière indirecte à travers des comportements passifs-agressifs, des frustrations inexpliquées ou même des maladies psychosomatiques. Ce phénomène ne concerne pas seulement les individus. Il existe aussi une ombre collective, propre aux sociétés et aux cultures. Certaines émotions, certains comportements sont systématiquement refoulés parce qu'ils ne correspondent pas aux normes dominantes. Dans Abbé, les sociétés modernes, par exemple, l'expression des émotions est souvent perçue comme une faiblesse. On valorise le contrôle, la rationalité, l'efficacité. Résultat, de nombreuses personnes répriment leurs sentiments, jouent un rôle en permanence et finissent par ressentir une profonde déconnexion intérieure. L'ombre refoulée finit toujours par se manifester d'une manière ou d'une autre. Elle peut surgir sous forme de comportements impulsifs, de projections sur les autres ou même de crises existentielles. Jung nous met en garde. Ignorer son ombre, c'est lui donner plus de pouvoir. Plus nous tentons de refouler certains aspects de nous-mêmes, plus ils risquent de ressurgir de manière incontrôlable. Mais alors, comment pouvons-nous prendre conscience de notre ombre et l'intégrer pour retrouver un équilibre intérieur? C'est ce que nous allons voir dans la prochaine partie, le danger de la conformité et la peur d'être soi-même. Si l'ombre est une partie de nous-mêmes que nous refusons de voir, alors la société joue un rôle essentiel dans son renforcement, car ce que nous refoulons individuellement est souvent ce que la société nous pousse à cacher. Jung voyait la conformité comme l'un des plus grands dangers pour l'individu. Dès notre plus jeune âge, nous sommes conditionnés à suivre des règles, à nous conformer aux attentes des autres, à rechercher l'approbation. Cette quête d'acceptation est naturelle. Nous sommes des êtres sociaux, nous avons besoin d'appartenir à un groupe. Mais à quel prix? La peur du rejet nous pousse souvent à sacrifier une partie de nous-mêmes. Nous évitons d'exprimer nos opinions trop différentes,
nous minimisons nos aspirations profondes, nous adoptons des comportements qui nous assurent une certaine sécurité sociale. Et pourtant, Jung avertit que la conformité excessive mène à une existence vide de sens. Lorsque nous vivons uniquement pour plaire aux autres, nous risquons de nous couper de notre véritable nature. Nous nous fondons dans la masse, nous devenons des copies conformes, sans jamais nous poser la question essentielle: qui suis-je réellement? Un exemple frappant de ce phénomène est ce que Jung appelle l'inflation du moi. Lorsque nous identifions trop à notre rôle social, que ce soit celui de parent, d'employé modèle, d'intellectuel ou d'artiste, nous risquons de nous enfermer dans une version limitée de nous-mêmes. Nous ne sommes plus qu'une fonction, une étiquette, au lieu d'être un être humain en perpétuelle évolution. Ce phénomène est exacerbé par la société moderne qui encourage les identités figées. Les réseaux sociaux, par exemple, poussent les individus à construire une image publique qui doit être cohérente, attirante, validée par les autres. Mais cette image est-elle fidèle à ce que nous sommes vraiment? Jung nous met en garde. Plus nous cherchons à plaire aux autres, plus nous risquons de nous éloigner de notre véritable essence. Mais alors, comment sortir de ce piège de la conformité et retrouver notre individualité? C'est ce que nous allons explorer dans la prochaine partie. La voie de la libération selon Jung. Se libérer de la conformité et retrouver son individualité est un processus exigeant, mais essentiel pour vivre une vie authentique. Pour Jung, la clé de cette transformation réside dans l'individuation, un chemin qui nous permet de nous reconnecter à notre essence profonde et de nous détacher des attentes extérieures. Mais comment amorcer ce processus? La première étape consiste à prendre conscience des conditionnements qui nous influencent. Nous devons nous interroger: quelles sont les croyances qui dirigent nos choix? Quels comportements adoptons-nous uniquement pour être acceptés? Quels aspects de nous-mêmes avons-nous appris à cacher? Jung propose un exercice fondamental pour cela: l'exploration de l'ombre. Il nous encourage à observer nos réactions émotionnelles, nos jugements envers les autres, nos rêves et même nos comportements impulsifs. Car ce que nous rejetons chez les autres est souvent le reflet de ce que nous refusons de voir en nous-mêmes. Ensuite, il est crucial de réintégrer ces parties oubliées de notre psyché. Cela ne signifie pas céder à tous nos désirs refoulés, mais reconnaître leur existence et comprendre leur rôle. Par exemple, une personne qui a toujours réprimé sa colère peut découvrir qu'elle est en réalité une source de force et d'affirmation de soi lorsqu'elle est canalisée correctement. Un autre aspect fondamental de la libération selon Jung est l'écoute de notre intuition. Trop souvent, nous prenons des décisions basées sur la logique et la rationalité imposées par notre culture, sans prêter attention à cette voix intérieure qui nous guide vers ce qui est véritablement aligné avec nous. Mais cette quête d'authenticité demande du courage. Elle implique de sortir des sentiers battus, de prendre des décisions qui ne seront pas toujours comprises par notre entourage. Elle demande aussi de se détacher du besoin constant de validation extérieure et d'accepter l'idée que notre chemin ne ressemblera pas à celui des autres. Jung nous rappelle que l'individuation est un voyage, pas une destination. Il ne s'agit pas d'atteindre un idéal, mais de cheminer en conscience vers une version plus sincère et plus alignée de nous-mêmes. Alors, en quoi consiste concrètement cette transformation et comment pouvons-nous l'intégrer dans notre quotidien? C'est ce que nous allons voir dans la dernière partie. Conclusion et réflexion finale. Se libérer de la conformité et retrouver son individualité est un processus exigeant, mais essentiel pour vivre une vie authentique. Pour Jung, la clé de cette transformation réside dans l'individuation, un chemin qui nous permet de nous reconnecter à notre essence profonde et de nous détacher des attentes extérieures. Mais comment amorcer ce processus? La première étape consiste à prendre conscience des conditionnements qui nous influencent. Nous devons nous interroger: quelles sont les croyances qui dirigent nos choix? Quels comportements adoptons-nous uniquement pour être acceptés? Quels aspects de nous-mêmes avons-nous appris à cacher? Jung propose un exercice fondamental pour cela: l'exploration de l'ombre. Il nous encourage à observer nos réactions émotionnelles, nos jugements envers les autres, nos rêves et même nos comportements impulsifs. Car ce que nous rejetons chez les autres est souvent le reflet de ce que nous refusons de voir en nous-mêmes. Mais cette prise de conscience ne suffit pas. Il faut ensuite apprendre à réintégrer ces parties oubliées de notre psyché. Pour Jung,
Cela signifie accepter notre ombre au lieu de la combattre. Ce n'est pas un processus facile, car il remet en question notre image de nous-mêmes. Un exercice intéressant pour amorcer ce travail est l'écriture introspective. Prendre un carnet et noter les moments où nous avons ressenti un conflit intérieur, où nous avons dû cacher une partie de nous-mêmes. Ces moments peuvent révéler des aspects de notre personnalité que nous avons trop longtemps ignorés. Un autre aspect fondamental de la libération, selon Jung, est l'écoute de notre intuition. Trop souvent, nous prenons des décisions basées sur la logique et la rationalité imposées par notre culture, sans prêter attention à cette voix intérieure qui nous guide vers ce qui est véritablement aligné avec nous. Mais cette quête d'authenticité demande du courage. Elle implique de sortir des sentiers battus, de prendre des décisions qui ne seront pas toujours comprises par notre entourage. Elle demande aussi de se détacher du besoin constant de validation extérieure et d'accepter l'idée que notre chemin ne ressemblera pas à celui des autres. Jung nous rappelle que l'individuation est un voyage, pas une destination. Il ne s'agit pas d'atteindre un idéal, mais de cheminer en conscience vers une version plus sincère et plus alignée de nous-mêmes. Mais alors, comment concrètement incarner cette transformation dans notre vie quotidienne? C'est ce que nous allons voir dans la prochaine partie, la réconciliation avec son inconscient et l'acceptation de soi. Pour Jung, une transformation véritable passe par un dialogue profond avec notre inconscient. Mais comment établir cette connexion avec des parties de nous-mêmes que nous avons refoulées depuis si longtemps? La première étape est d'observer nos rêves. Jung considérait les rêves comme une porte d'entrée vers notre inconscient, un langage symbolique à travers lequel notre psyché nous envoie des messages. Prenons un exemple. Quelqu'un rêve régulièrement qu'il est poursuivi, mais qu'il ne parvient jamais à voir clairement son poursuivant. Ce rêve peut symboliser une peur inconsciente, une partie de lui-même qu'il refuse de confronter. En explorant ces symboles, en les écrivant et en les analysant, il est possible de mieux comprendre ce que notre inconscient tente de nous dire. Mais les rêves ne sont pas la seule voie d'accès à notre inconscient. Jung recommandait également des pratiques comme la méditation active et l'imagerie mentale. Un autre exercice fondamental est ce qu'il appelait l'imagination active. Il s'agit de laisser surgir des images, des pensées ou des émotions, sans chercher à les contrôler. Par exemple, une personne peut s'asseoir en silence et visualiser un dialogue avec une figure intérieure, un guide, une ombre, une partie cachée de sa psyché. Ce type d'exploration permet de réconcilier notre conscient et notre inconscient, de donner une voix aux parties refoulées de notre être et ainsi de mieux nous comprendre. Mais ce processus peut être inconfortable. Accepter son inconscient signifie aussi accepter ses failles, ses contradictions, ses peurs. Il ne s'agit pas de les éliminer, mais de les reconnaître et de leur donner une place équilibrée dans notre psyché. Alors comment cette réconciliation avec notre inconscient peut-elle nous aider à redéfinir notre rapport au monde? C'est ce que nous allons explorer dans la prochaine partie, l'individu face à la société. Se libérer intérieurement est une chose, mais comment vivre cette transformation dans un monde qui valorise encore la conformité et le paraître? Jung nous invite à réfléchir à la place de l'individu dans la société. Il distingue deux types de personnes, celles qui vivent selon les attentes extérieures et celles qui ont entrepris un travail d'individuation. Les premières suivent un chemin tracé, souvent sans se poser de questions. Elles adoptent les croyances dominantes, les modes de pensée collectifs et se sentent en sécurité dans les structures établies. Les secondes, en revanche, ont choisi un chemin plus complexe. Elles ne rejettent pas nécessairement la société, mais elles refusent de se définir uniquement par elle. Elles acceptent d'être en décalage, d'avoir des pensées différentes, d'explorer des voies moins conventionnelles. Mais cette posture a un prix. Elle peut mener à un sentiment d'isolement. Beaucoup de personnes qui entament un travail sur elles-mêmes ressentent une distance croissante avec leur entourage. Jung considérait cela comme une étape normale du processus d'individuation. Il expliquait que l'individu éveillé doit trouver un équilibre entre son authenticité et son interaction avec le monde. Comment alors vivre dans cette société sans se laisser happer par elle? La réponse se trouve dans la capacité à créer un espace intérieur de liberté. Cela passe par des choix conscients, s'entourer de personnes qui respectent notre quête d'authenticité, même si elles ne la partagent pas. Choisir des
activités qui nourrissent notre être profond, au lieu de simplement suivre les tendances. Développer une vision plus détachée du regard des autres et du jugement social. L'individuation ne signifie pas s'isoler ou rejeter le monde, mais apprendre à exister en son sein sans perdre son individualité. Mais alors, comment maintenir cette posture sur le long terme? Et comment continuer à évoluer malgré les obstacles? C'est ce que nous allons voir dans la prochaine partie. Conclusion et réflexion finale. Tout au long de ce voyage à travers la pensée de Jung, nous avons exploré les mécanismes qui nous enferment dans des rôles sociaux, l'impact de l'ombre refoulée et les dangers de la conformité. Mais alors, qu'en retenons-nous réellement? Jung nous offre une vision puissante, celle d'un être humain qui, malgré les pressions sociales et les conditionnements, possède en lui la capacité de se libérer et de se réaliser pleinement. Ce chemin vers l'individuation est un processus exigeant, qui demande de la conscience, du courage et une volonté d'exploration intérieure. La société moderne pousse à la conformité, mais elle ne peut jamais totalement éteindre cette voix intérieure qui nous appelle à être nous-mêmes. Se reconnecter à son essence ne signifie pas rejeter la société en bloc, mais apprendre à naviguer en elle sans perdre son authenticité. Cela passe par plusieurs étapes. Reconnaître les masques que nous portons et comprendre leur origine. Explorer notre ombre et intégrer les parties refoulées de notre personnalité. Écouter notre intuition et nous détacher du besoin constant de validation extérieure. Faire des choix alignés avec nos véritables valeurs et non avec les attentes des autres. Nous ne pouvons pas changer la société en un instant, mais nous pouvons changer notre manière d'y évoluer. La véritable liberté, selon Jung, n'est pas l'absence de contraintes extérieures, mais la capacité à ne plus être esclave de celles que nous avons intériorisées. Alors, à cette étape, une question se pose. Sommes-nous prêts à entreprendre ce voyage intérieur, à affronter nos propres illusions et à redécouvrir qui nous sommes réellement?